Salut à tous et bienvenue pour ce premier numéro de C'est qui en pôle. Au micro c'est Murdoch et j'ai le plaisir de vous présenter mon camarade de jeu pour ce podcast qu'on démarre tous les deux comme des grands, Steph qui m'accompagne donc pour ce numéro. Comment ça va Steph ? Eh bien écoute, ça farte comme disent les jeunes. Bonjour à tous, bonjour Murdoch. Eh ben écoute, bonjour à toi. Donc on va commencer pour vous présenter ce nouveau podcast. On va commencer par le petit sommaire rapide du numéro 1. Alors on va commencer par se présenter donc après une fois que le sommaire sera passé pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui nous a pris de faire ce podcast ensemble. Déjà on va vous parler après du sujet dont on va parler sur ce podcast. Après on va vous parler évidemment puisque c'est le sujet de base de moto. On va vous parler des catégories qui seront abordées régulièrement ici et comment vont s'articuler les futurs numéros. Pour ensuite faire un petit récapitulatif de 2016 et une présentation rapide de 2017. Et après une petite présentation du circuit de Losail au Qatar. Donc on va commencer par les présentations. Steph, parle-nous un peu de toi rapidement. Eh bien, moi, je me présente donc Steph, pseudo hyper cryptique de Stéphane. J'ai 40 ans, donc je suis un yeuve, mais dans la tête je suis un enfant. Et j'aime la moto, figure-toi, incroyable. T'aimes tout ce qui est de roues et qui va très vite, qui fait vroom vroom. Oui, les trucs où tu veux pas que tes enfants en fassent. Ouais, voilà. Parce que tu sais très bien qu'en fait, il ne faut pas. C'est pas bien, faut donc pas toucher. C'est pour ça que t'en fais. C'est ça qui est bon. Pour être plus sérieux, je suis venu sur le tard à la moto, ce qui peut expliquer que je suis encore en vie en fait, puisque j'ai passé mon permis que à 30 ans. Parce que 3615 My Life, j'adore tout ce qui est bicylindre, italien, Ducati et Buell du temps où ça existait. Buell, tout ce qui tombe en panne quoi. Voilà, c'est ça, parce que sinon, si ça fonctionne quand tu appuies sur le bouton, c'est un peu moins dans l'esprit. Dès que c'est allemand, c'est trop facile. Voilà, ça c'est triché. Voilà. Quand ça démarre tout seul, c'est triché. Ouais. Quand ça garde son huile entre deux vidanges, c'est triché. Alors, et dans ta jeunesse, est-ce que tu as eu des trucs qui démarrent au kick ? Eh ben même pas, justement, mais je crois que c'est mes parents qui avaient réussi à m'instiller cette terreur. Touche pas. Mais sans trop la nommer, quoi. Ouais. Non, c'est vrai, il y a vraiment quelque chose avec le deux roues. Et comme je dis, j'aimerais pouvoir à ma descendance leur dire de ne pas en faire, mais ce que je pense que je ferais, c'est que j'encadrerais dans la mesure du possible. Je croise les doigts. Voilà. Non, mais donc désormais, je roule après avoir usé quelques italiennes, une allemande, beaucoup trop chère pour ce qu'elle est. Je n'aimerais pas BM. Je suis repassé sur de la Suzuki 650. Que quand tu ouvres en grand, tu risques pas de déraper de l'arrière. Parce que je roule tous les jours, et donc, mais ça reste un plaisir, même après 10 ans de quasiment d'utilitaire, si on peut dire, comme dans les Jobar Team, le livreur de pizza qui enrhume tous les mecs qui se prennent pour des pilotes. Je suis plutôt maintenant dans la catégorie utilitaire, livreur de pizza, gros top case en alu. Mais je me fais plaisir quand même, tous les jours, sauf quand il pleut. Oui, mais ça, non, donc vive la bécane. J'ai un petit faible, un énorme faible même pour les bicylindres, voire les monos autrichiens orange qui roulent très vite. Alors, dans ce podcast, on va plutôt parler course moto. Donc, qu'est-ce qui t'attire en particulier donc dans la course moto, d'une manière générale ? Je vais commencer par ce qui m'attire le moins, même si j'aime bien les belles machines. Ouais. Les machines elles-mêmes, on y reviendra plus tard. Ce sont des machines de rêve, des protos, des choses fantasmagoriques. Celles de MotoGP, j'entends. Ouais. Par contre, c'est les pilotes, parce qu'avant de passer le permis, je ne savais pas à quel point les virages arrivaient vite quand tu roulais. Mais je l'ai compris. Après quelques déconvenues aussi, parce que j'ai un peu tâté de la piste à 2-3 reprises, dont une magnifique chute tout seul en perdant l'avant, et donc je vois à peu près ce que ça peut donner de rouler fort sur une piste. Et c'est aussi, je l'ai compris, aussi mental que physique, que technique, hein, donc je sais pas où on met les curseurs, mais tout, plus, ce qui fait que les tops sont tops, c'est le truc en plus. Hein. C'est comme au tennis, hein, dans le top 3 ou le top 5. Ouais. Non, et donc j'ai pu me rendre compte. Avant, je me rendais pas compte, c'est-à-dire que je regardais les courses de moto d'un œil distrait, avant d'avoir pratiqué le deux roues. Et depuis, pour moi, c'est fascinant ce que ces gens-là arrivent à faire. Et plusieurs fois de suite. Ouais. Parce qu'il n'y a pas qu'un tour. Un tour oui, on en parlera peut-être avec des gens comme des Français comme De Punier qui ont fait premier sous la pluie pendant un tour. Oui. Et il faut finir. Pour arriver premier, il faut premièrement arriver. Donc voilà, ce qui me plaît dans la course moto, c'est surtout
comment font-ils? Et chaque week-end, ça rebat les cartes. Ouais, bah c'est ça qui est le plus intéressant dans les courses moto. Hein. C'est que chaque week-end a sa vérité. Toi-même, je me suis laissé dire que tu ne pratiquais pas en tout cas, mais que tu étais passionné. Alors, de course. passionné, c'est un bien grand mot. Moi, comment je suis venu à la course moto, c'est assez rigolo parce qu'en fait, un lundi matin, j'arrive au boulot et donc machine à café, discussion machine à café, et il y avait beaucoup de motards. Et ça parlait, dit t'as vu et tout, machin, ce week-end et tout. Et alors, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? J'ai pas entendu, j'ai rien vu. Et c'est le fameux week-end où Pedrosa a fait chuter Hayden et qui a failli lui faire perdre le titre. Mazette. Et 2006, donc, je crois. Ouais. Oui. Et il y avait une passion autour de la machine à café. Ils étaient 5 ou 6 à discuter de ça. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Et effectivement, donc j'ai rattrapé après coup les images de ce fameux épisode. Et puis après, voilà, je me suis attaché vraiment, moi, à l'aspect, un petit peu comme toi, à l'aspect vraiment course. Moi, j'ai toujours bien aimé les courses plutôt auto quand j'étais jeune. Donc l'aspect Formule 1, mais après j'ai décroché quand il y avait vraiment beaucoup moins de dépassements et ça devenait du pneu du stand. Ça m'a un peu lassé. Ah oui, ça se gagne dans les stands. Enfin, ça fait des années que j'ai pas regardé la F1, mais c'est ce que j'en retiens. Mais c'est ça. Et en fait, le gros intérêt, c'est que quand j'ai regardé 2-3 grands prix de suite, j'ai vraiment vu que putain, ça se dépasse dans tous les sens. Chaque week-end, les cartes sont redistribuées. Et c'est voilà, chaque week-end a sa vérité quoi. Bon, c'est un peu lassant quand Marquez en gagne 10 de suite quand même. Là, oui, certes, mais comme c'était sa première, il y avait l'aspect complètement incroyable et magique, donc c'était enrobé de sucre comme les pommes d'amour, tu vois. Ça passait. Chouette. Non, même moi qui ne l'apprécie pas trop, j'admets que quand même il déchire. Ah oui, ça de toute façon. Ça c'est clair, on peut pas lui retirer son talent dès qu'il a un guidon dans les mains. Hein, ça c'est fouillaille, je dirais même. Ça c'est clair. Et alors j'aurais une autre question à te poser, c'est pourquoi donc faire un podcast? Eh bien, parce que ça nous intéresse. Je crois que tu confirmeras. Et puis toi comme moi, on écoute des podcasts dans la langue de Shakespeare et c'est toi qui as eu la clairvoyance de te dire, mais au fait, à notre connaissance, à ta connaissance aussi, il n'en existe pas en langue française. Alors, modestement, ce que moi j'imagine qu'on peut faire, c'est un podcast en français qui parle de MotoGP. Je pense que c'est assez concis. Voilà. Alors, on va parler aussi donc de toutes les catégories qui courent le même week-end que les MotoGP, c'est-à-dire Moto3, Moto2. Oui, j'incluais dans le GP l'espèce de circus, la caravane. Voilà, la caravane MotoGP dans les grandes lignes. Moi, je pense Grand Prix, en fait. Je pense pas que au 1000. D'accord. Je suis œcuménique. Mais tu as raison, c'est faire l'exégèse du truc, le MotoGP, le Moto2 et le Moto3. Voilà, Moto2, Moto3. Alors aussi le petit quelque chose qu'on va rajouter. Donc forcément on va pas vous parler de toutes les catégories puisqu'il y en a vraiment énormément. Puisque quand vous avez dans un même week-end le MotoGP, pour peu qu'il y ait une course d'endurance quelque part ou que vous ayez du Superbike, on va pas pouvoir tout regarder, on va pas pouvoir tout chroniquer. Mais par contre, ce qui me tient à cœur et ce qui te tient à cœur également, c'est aussi qu'on fasse des petits points de temps en temps sur les pilotes français qui sont engagés dans des catégories qui sont peut-être un petit peu moins médiatisées. Hein, donc on va faire un petit peu de temps en temps donc des petits clins d'œil aux pilotes comme je pense surtout à Jules Cluzel et Mayas qui sont en super stock. Oui. Donc en fait on va essayer de donner un petit peu des infos un petit peu franchouillardes. Complètement, voilà. Parce que ce qu'il faut aussi rappeler en propos liminaire, c'est que notre ton, bien que prétendument sérieux, va quand même aussi se teinter d'aspects franchouillards, effectivement, et de mauvaise foi, qui est propre à la moto. Je dirais pas mauvaise foi, juste ce qu'il faut. Juste parti pris. Parti pris, oui, tu as raison, voilà. C'est plus poli. Parce que voilà, quand t'es journaliste, t'essayes d'être objectif, de dire etc. Et quand t'es amateur, tu peux dire, bon bah voilà quoi. Moi je suis amateur, j'aime bien la moto, lui je l'aime bien, lui je l'aime pas. Voilà. De toute façon, blablabla. Donc, mais on respecte dans tous les cas. Effectivement, ce sera pas la mauvaise foi, ce sera plutôt de la machine à café, comme tu évoquais la machine à café, saupoudré de machine à café style. Puis on laissera deviner les auditeurs, excuse-moi, de quelles sont nos préférences, mais je pense qu'au bout en 2-2, ça va être ça va être deviné. On verra, suspense.
Voilà, donc on a fait le petit tour. Donc on va passer à la partie suivante où on va vous parler un petit peu un petit peu plus en détail des catégories dont on va parler donc dans C'est qui en pôle. Donc on va commencer par la catégorie Moto 3. Alors on va balayer donc les catégories de manière assez rapide, hein, juste pour vous remettre rapidement en tête les grandes caractéristiques des catégories. Donc le Moto 3, c'est la course des petits, on va dire. C'est en général les jeunes qui débutent, puisque de toute façon, pour les nouveaux entrants, si t'as plus de 26 ans, donc comme pour toi, comme pour moi, c'est foutu. Hein. Moi j'y songeais justement, je me dis est-ce que je leur remettrais bien une pilule avec une main dans le dos, mais en fait il semblerait que ce soit pour les jeunes. Non, c'est vraiment pour les s'amuser. Pour les très très jeunes. Savoir que Quartararo a démarré il y a 2 ans, il avait je crois à peine 16 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est vraiment la catégorie de démarrage pour les jeunes. Donc comme je l'ai dit, 25 ans max pour les nouveaux entrants, 28 ans de toute façon t'es obligé de quitter la catégorie. Il y a un point minimum pour la moto, 148 kg, pour éviter que les jockeys mettent la pilule à tout le monde. Et donc en gros j'ai plus en tête exactement le plateau, mais il y a une grosse trentaine de motos. Donc il y a 3 marques qui courent, KTM, Honda pour les 2 plus prestigieuses, on va dire, qui sont aux avant-postes de manière régulière. Mais Mahindra l'année dernière a fait quand même des belles perfs tout au long de la saison. Donc voilà, il y a 3 constructeurs dans cette catégorie, avec 2 Frenchies, donc Enzo Boulum qui avait déjà je crois fait une Red Bull Rookie Cup, et Jules Danilo qui doit être à sa 3e saison, si je me trompe pas, en Moto 3. Moi je vais faire mon petit Pierre Tchernia du moteur là, parce que je remarque en parlant que KTM est peut-être là dans un registre qu'il connaît le mieux, à savoir que, alors je sais pas du tout si ça sera suivi d'effet dans les résultats, hein, mais le KTM c'est le mono LB historiquement, et un mono cylindre 250 qui tourne vite, c'est des choses qu'ils savent faire parce que en supermode, parce que historiquement mono LB c'est leur crèmerie. J'en parle parce qu'après on causera moteur sur les autres catégories, c'est un peu plus loufoque, mais une catoche mono qui monte dans les tours, ça me parle. Ah bah ça on voit. Alors après moi ce que j'aime bien dans le Moto 3, surtout ne loupez pas le dernier tour, parce que l'année dernière il y a eu des derniers tours de folie, c'est-à-dire si vous n'avez pas le temps de voir la course en entier, en général c'est pas très très grave, mais ça se dépasse beaucoup. Et en général, les arrivées au 10e ou au 100e de seconde, je dirais pas que c'est monnaie courante, que c'est pas tous les week-ends, mais c'est quand même assez souvent. Donc c'est des catégories qui sont très très resserrées de par les performances des machines. Et donc c'est très intéressant à regarder pour ça. Et puis aussi, vous voyez des jeunes qui débutent. En général, ils ont une petite vingtaine d'années. Et voilà, donc c'est une catégorie que moi j'aime bien regarder. Et puis ce qui est intéressant, c'est que quand on les regarde, les pneus, on ressemble littéralement à des pneus de vélo. Ça n'est pas expression, hein. Et ils prennent des angles de folie et rentrent pleine balle sur des pneus qui font peur quand on les regarde. Et aussi, tu soulignais que c'était arrivé en paquet. Bien que ce soit une catégorie, contrairement à la Moto 2, où il n'y a pas de contrainte sur le motoriste. Chacun fait sa soupe. Alors je ne sais pas si en fait il y a pas des motoristes. Chacun fait ce qu'il veut, et les perfs sont resserrés. C'est pas le trophée Clairefontaine en voile où tout le monde a le même bateau. Là, c'est clair. Ouais. C'est un peu. C'est un laboratoire où tout le monde à la fin arrive dans un mouchoir. C'est impressionnant. Alors après ils ont une électronique unique, mais bon ça fait pas tout. C'est clair. Donc bravo les petits gars. Encore une fois, ils ont échappé belle parce qu'il s'en fallait de peu qu'on vienne un peu leur montrer de quoi on se chauffe, mais on est trop vieux. Donc écoute, on pourra s'inscrire en GP, en moto GP. Pour s'inscrire, il faut être signé, t'es fou. Tu vas nous parler un petit peu des... Peut-être qu'on arrivera. La Moto 2. Tu veux nous parler un petit peu de Moto 2 ? Oui, la Moto 2, alors pour parler moteur toujours, c'est comme on l'évoquait, les Moto 3 n'ont pas de contraintes. Par contre, la Moto 2, ce que moi j'en retiens, c'est que c'est un moteur unique. Alors ça peut sembler incroyable, mais c'est Honda le motoriste qui fournit un 600 4 cylindres en 4 temps. Je précise parce qu'il y a eu l'ère des 2 temps. Et depuis qu'on est passé à 4 temps, en fait, ils sont passés de feu les 250 à nouvellement la Moto 2, qui est avec un gros cubage, je pense, pour compenser le fait que les 2 temps sont des avions, et que pour retrouver les mêmes perfs, on passe sur du 600 4 temps. Bon, rassurons-nous, ils n'ont pas imposé l'Euro 4, je pense que ça rejette tout ce qu'il faut dans l'atmosphère, mais c'est plus dans l'air du temps d'être en 4 temps en tout cas. Parce que les gommes, c'est important, et il n'y a que des Dunlop, donc manufacturier unique. Dans la série de ski unique, il y a aussi le CU, donc le boîtier électronique et son software, fourni par la FIM. Chose qui est peut-être moins dimensionnante à
cause de la masse qui a quand même contenu, c'est qu'il y a droit que au frein acier, alors que si je ne m'abuse en MotoGP, c'est open bar. Ouais, carbone, ouais, ils ont droit au carbone. Et le châssis, c'est open bar, par contre, c'est chacun son délire. Il faut quand même bien laisser les écuries plancher, quoi. Oui, Ce n'est pas donc un trophée Clairefontaine sur roue. Non. Par contre, en série, dans ce qui est uniforme, c'est les constructeurs, parce qu'en gros, il y a Kalex, qui a tout gagné l'année dernière, on en parlera dans la rétro, 22 pilotes engagés, et l'autre écurie derrière, avec 4 pilotes, c'est Suter. Donc on voit quand même qu'il y a assez peu c'est pas très varié en fait. Qui va gagner, voilà, c'est Kalex. Ouais. Mais pour le coup, ça ne gâche pas le plaisir, parce que ce sont quand même des écuries, chaque écurie a deux ou trois pilotes, sauf si je dis des âneries. Mais en tant que constructeur et faiseur de châssis, c'est Kalex. Ouais. Et il y a un Frenchie, ouais. Quartararo, donc, qui est chez les Pages Jaunes, Paginas Amarias, que l'on suivra avec attention. Ouais, il y a aussi un constructeur français qui a 2 pilotes. Oui, Tech 3 en l'occurrence, ouais. Effectivement. Oui, j'oubliais de faire cocorico avec le constructeur de Bormla Mimosa. Tech 3 Racing, effectivement, qui a des petits jeunes qui n'en veulent aussi, prêts à en découdre. Pour la Moto 2, je pense avoir fait le tour, mais bon, si des auditeurs ont à se plaindre de d'âneries que j'aurais fait ou d'impasse, ils sont bien sûr invités. Ah oui, bon, on se documente, hein, mais des fois on se documente mal, hein, donc faut corriger. Exactement, hein. On essaye de pas dire trop d'âneries. Ouais. Et alors, comme je sens que ça piaffe, hein, je vais arriver au MotoGP. On parle des gros. Des gros, voilà. Les vrais. Les vrais qui roulent sur des milles. Oui. Parce que voilà, moi, je vais pas faire une fixette que sur les moteurs, parce que comme je dis, ce qui m'importe, c'est les pilotes. Mais il y a quand même cette notion de rêve un peu de blaireau, du mec qui se targue d'avoir plein de chevaux, hein, comme beaucoup de motards. La MotoGP, ce sont des protos, donc en gros, vous n'en verrez pas dans la rue, hein, ça vaut aussi pour les Moto 3, les Moto 2, ce n'est pas du Superbike. C'est des motos qui, j'ose le dire, n'existent pas, hormis dans les camions et sur les pistes quand elles roulent. Donc des 1000 4 cylindres, que 4 temps, encore une fois, hein. C'était des 500 de temps. Après quelques valses, hésitations, ça a été 1800 puis re-1000. C'est maintenant sur du 1000 4 cylindres 4 temps. Donc pour les fans de chiffres, et parce que quand même ça veut dire quelque chose, 240 chevaux pour 160 kg, donc on est bien loin du rapport 1 pour 1. En supérieur à 1 pour 1. Ils sont à 1,5, ouais. Ouais, 1,5 cheval par kilo. Et puis, pour la technicienne, 22 litres de réservoir pour tout le monde, parce qu'il y a eu un moment où il y avait des passe-droits, si j'ose dire, sur ce qu'on appelait les Open. Ouais, ils avaient le droit de consommer plus. N'existent plus, oui. Parce que je fais un bref rappel sur ce qui existe encore comme ce que j'appellerais les règles Mario Kart, à savoir qu'il y a des dérogations pour les équipes qui galèrent. Parce que quand une équipe est en manque de résultats, à savoir qu'elle a peu gagné dans les années qui sont passées. Voilà, elle a droit à quelques avantages. Ça a été un peu plus la fête du temps de ce qu'on appelait les Open, mais ne parlons pas de ce qui ne se passe plus. Aujourd'hui, une équipe qui n'a pas gagné assez pour récolter 6 points dans un barème qui vaut 3 points la victoire, 2 points la deuxième place et 1 point la troisième place. Si les gens n'atteignent pas 6 points sur la saison, ils ont des petites facilités, à savoir qu'ils ont le droit de continuer leur développement moteur pendant la saison. Ils ont le droit d'amener des modifs. Oui, chose qui n'est pas le cas ce qu'on va appeler de façon presque abusive les factories, parce qu'une factory peut être aussi on va dire factory pour Yamaha, Honda et Ducati. Donc je les appelle Factory parce que c'est des équipes officielles, et il se trouve que souvent, comme elles gagnent, elles sont pas dans la catégorie de ceux qui ont les carapaces bleues à Mario Kart. Donc, c'est ça. On les empêche de bricoler leur moteur comme les petits kékés avec leurs 50 en bas de la barre HLM. T'as pas le droit de faire Ils le ont pas le droit de toucher 13, au moteur. Non, pas de carbure 13 et pas d'enlever le pot. Non. Guidon chopper à la rigueur. Mais, ah oui, ça touche pas le moteur, donc c'est bon. On parlera d'aérodynamique un peu plus tard. Je rigole déjà, excusez-moi. C'est vrai. Je spoil. J'ai oublié ça. Donc ces gens, ils ont droit, donc les gens qui galèrent ont droit à trifouiller le moteur, à leur risque et péril en même temps, hein, ça ne regarde que. Ils ont aussi droit à 9 moteurs contre 7 pour les factories.
Ah, et 9 moteurs, donc en gros, tous les deux GP, tu peux changer de moteur. Voilà, ils peuvent faire de la fumée bleue, c'est comme ils veulent. Tu peux casser, quoi. Et puis, voilà, préférence pas pendant la course, parce que ça salit la piste, hein, soyons corrects. Et ils bénéficient des essais illimités pendant l'année. Ok. Contrairement aux Factory qui sont plus fliqués sur les essais, ce que moi je trouve débile, mais bon, moi je ne suis que moi, hein, parce que pourquoi ne pourrait pas s'entraîner comme les autres. Ils font du dirt, hein. Voilà, c'est ça, ils vont au range de Rossi et puis se mettent en travers. Ils s'en foutent. Et le petit plus produit en plus, histoire de bien mettre la grouille dans les qualifs, c'est que les équipes bénéficiant de dérogation ont le droit d'avoir un pneu ultra tendre pour faire des temps sympas pendant les qualifs. Le fameux super soft qui claque les temps. Voilà. C'est ça, le truc où les autres ils disent quand même, il y a un super soft. C'est un peu comme au tennis, hein, quand on n'a pas gagné, c'est la raquette qui était pas bonne, quoi. Ouais. Non, là, ça a vraiment une importance, effectivement. Je pense qu'un pneu arrière super tendre, ça permet d'ouvrir en grand. Ah bah, voilà. Le truc, il suce le bitume, et vas-y, tu ouvres et ça pousse. Hein. Voire même ça plisse le bitume derrière comme un tapis. Ça, c'est pour les dérogues de nos amis qui galèrent. Donc ça concernera cette année Aprilia, Suzuki et KTM, parce que Ducati a trop gagné pour avoir sa carapace bleue, donc il n'aura que des pièces. Ducati, ils ont fait une belle... Ah oui. Ils je pense qu'ils sont partis de loin et ils sont bien revenus quand même. Ils préfèrent être dans la catégorie qui n'a pas de carapace bleue et puis être aux avant-postes. C'est clair. Hein. Je précise un petit truc que j'ai appris récemment parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Ils m'embêtaient les gens à dire flag to flag. La notion de flag to flag, c'est tu finis la course quoi qu'il arrive, tu nous emmerdes pas. À savoir, il flotte, plutôt que d'arrêter la course et d'attendre que ça se calme, voire de profiter de cette coupure pour changer de pneu, c'est tu as le droit de t'arrêter et de swapper de bécane. Voilà. On l'a vu à quelques reprises la saison dernière, il y a eu les fameux quand Marquez saute comme Superman et ratterrit sur l'autre bécane. C'est beau. Rossi, comme il a une sciatique, je plaisante parce qu'il a nos âges, mais il est encore au top. Il évite de faire des trucs. Il perd sa nanoseconde de plus, mais ils se sont entraînés, ça se voit, à changer de bécane. Donc il y a un petit aspect entrée au stand, mais qui est limité au swap de bécane. Hein. C'est ça. C'est très impressionnant finalement. C'est la seule catégorie qui a de la moto. Hein. Ouais. C'est la catégorie qui fait du flag to flag. Maintenant, j'emploie le terme parce que je me la pète, je comprends ce que c'est tout ça. J'espère que nos auditeurs pourront se la péter à la machine à café. Hein. Écoutez, vous boirez votre café moins bête. Moi, je l'étais jusqu'à avant-hier. Un flag to flag, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Il y en a eu plein l'an dernier. Oui, il y en a eu plein, mais je vois bien ce que c'était. Mais le terme flag to flag, je n'avais pas compris. Moi, je pensais que ça avait justement flag quoi jaune. Non, c'est drapeau à damier. Voilà. Non mais j'étais bête jusqu'à il y a... Je suis toujours bête mais... Et donc il y a qui sur ce plateau MotoGP en termes de constructeurs? Je vais citer ceux qui se taillent la part du lion en termes de quantité, parce que Ducati, il y en a 8 bécanes, dont forcément les deux... Factory officiel, rouge et blanc, et il y en a 6 autres disséminés pour les autres équipes, sachant que si on part de celui qui en a le plus, les autres, mais il y a Honda avec 5 motos, alors c'est pas un nombre pair parce qu'il y a Crutchlow qui est dans son coin. Honda, c'est donc ces 2 machines Factory. Repsol. Et je me souviens plus, et je me souviens plus qui a des Honda. C'est chez Marc VDS. C'est Marc VDS qui a les 2 satellites. Tout à fait. Alors ensuite Yamaha, ils sont assez sobres parce qu'ils ont 2 et 2 et donc les 2 qui nous tiennent à cœur presque autant que les 2 autres, il y a les Yamaha, les bleus, les officiels, et il y a Tech 3 parce que je dis qu'ils me tiennent à cœur parce que c'est quand même des Français, nom de Dieu. Oui. Et donc ils ont une Yamaha. Tu me disais d'ailleurs, petite anecdote, qu'a priori niveau pognon, il y en a une des 2 qui est payée par Yam. Enfin, le pilote et les frais inhérents à ça, quoi, en gros, si j'ai bien compris le montage. Il y a un pilote Yamaha et il y a un pilote Tech 3. Donc, après, au sein de l'équipe Tech 3, après, je sais pas comment ça... Mais généralement, en moyenne, chez Tech 3, j'ai l'impression que c'est bonne ambiance. Oui, alors c'est... ça se passe bien. Surtout, ils ont toujours eu des, entre guillemets, des binômes qui tournaient pas mal, qui tournaient bien, des binômes assez homogènes, avec en général forcément une place aux jeunes pour justement leur mettre le pied à l'étrier. Et cette année, quand même, avec Zarco et Folger, ils ont 2 beaux rookies. Là, on est sur du beaux rookies, effectivement, à savoir que oui, c'est des rookies, mais ils font pas pitié, quoi. C'est clair.
On a pu le voir d'ailleurs aux essais récemment. Bon, ils font pas de la figuration. Ouais, ils sont bien. Hein. Ils ont des jolis M1, ils font des belles choses avec. Donc, dans la série des gens qui n'ont pas beaucoup de motos en piste, il y a Suzuki, parce qu'ils sont deux, hein, et c'est les deux Factory. Après, on va parler que de Factory, forcément, parce qu'il y en a que deux par équipe, Suzuki. Par constructeur, excusez-moi. Aprilia, KTM. Alors KTM, je sais que ce sont des nouveaux entrants. Ils ont eu une wildcard l'année dernière à la fin. Aprilia, j'ai un doute là. Aprilia, c'est la deuxième saison, puisque l'année dernière, ils avaient Bautista. Mais... Ah oui, mais ça m'a pas frappé, tu vois. Non, on les a pas beaucoup vus. L'année dernière, ils ont beaucoup galéré. Ça a été alors très, Aprilia, très je les aime bien aussi parce que c'est un peu les cousins qui auraient manqué d'oxygène à la naissance de Ducati. Je m'explique, je parle de motos de route, hein, parce que ils ont fait des très beaux monos et des très beaux billes de route. Puis ils ont fait la RSV4 qui est un bille qui s'ignore puisque c'est comme un VFR, un 4 en V. Court avec ça, je crois, en Superbike aussi. Hein. Ouais, je crois, c'est la RSV4. Ouais. Mais bon, encore une fois, ça reste des moteurs qui n'existent que dans les fantasmes et dans le MotoGP. On ne trouvera pas dans la rue. Alors l'année dernière, oui. Il y aurait peut-être pas mal de morts, hein, sinon avec ces moteurs-là aux mains de personnes non aguerries. C'est dangereux, vraiment. Donc l'année dernière, ils avaient Bradle et Bautista au guidon. Ah oui, pour le coup, effectivement, c'est des noms qu'on entendait, mais tu vois, j'avais pas associé ça à une machine. Autant pour moi, tu vois. Ouais, après, ils ont pas flambé non plus. Hein, ils font 12 et 16 au championnat, donc c'est pas monstrueux. Mais bon. Mais il y aurait pu y avoir des coups de Jarnac, comme on a vu sous la pluie l'année dernière. On en parlera sur. Je finis notre plat de résistance, qui est la présentation du MotoGP, par le déroulement des courses sur un week-end. Un gros week-end, parce que les week-ends commencent le vendredi, c'est bien connu. Puisqu'il y a ce qu'on appelle les free practice. Donc, il y a FP1, FP2 le vendredi, qui sont des essais, non pas des entraînements mais des essais. Et il y a une FP3, Free Practice 3, le samedi matin. C'est ça. Et c'est sur ces 3 séances qu'on fait une moyenne peut-être savante. Ah non, c'est pas une moyenne, c'est il faut un classement total. Classement total. Ouais, classement total. Ils prennent le meilleur temps de chaque pilote et ils classent. Et donc nous avons une sorte de classement temporaire et de là ils font un peu comme dans le pétrolane, hein, ils prennent le haut et le bas. Donc il se trouve que les 10 premiers, ils les gardent au chaud, ils les chouchoutent pour faire ce qu'on appellera la Q2, mais avant cette Q2 arrive une Q1, à savoir du 11e au 22 ou 23e. Il y a une qualif, la qualif des, si j'ose dire, la qualif des mauvais, ou la qualif de ceux qui ont été moins vite. Voilà. Et donc l'intérêt de cette qualif, hormis de faire la fin de la grille, c'est de repêcher les 2 premiers de cette qualif pour les ramener en Q2 avec les 10 braves qui ont fait leurs preuves. Et c'est arrivé l'année dernière qu'on voit des pilotes officiels alors soit ne pas se sortir du guêpier et rester en fond de grille, soit quand même se dire, je crois que j'ai vu un Pedrosa à un moment sortir du pétrin, mais je ne sais plus à quelle course. Ça peut arriver qu'il y en ait qui se fassent une chaleur et qui, pour des raisons de fortune diverses, des chutes ou des problèmes de moteur, se tape le purgatoire. Après, c'est là où la météo peut venir foutre un petit peu le bazar, parce que pour peu que tu aies une FP1 avec un beau temps, mais bon, les gens, les pilotes, on va dire, on voit pas direct. Et puis pour peu que tu aies un orage qui démarre l'après-midi, et puis le samedi matin, ça s'arrange pas, et ben voilà, ce qui fait la grille, c'est le temps du vendredi matin. Donc des fois, ça arrive qu'il y ait un petit peu des qualifs un peu particulières. Et la Q2 donc décide du début de la grille. Sachant que il y a des trucs un peu marrants dans les qualifs, parce qu'il y a, comme au Tour de France, il y a des gens qui se planquent dans la roue, il y a des je te prends ton rythme, des espèces de jeux d'échecs à base de je pars en dernier parce qu'il y a trop de monde sur la piste. Ça peut rester, ça peut être de la stratégie aussi. Oui, il y a de la perf, mais il y a de la stratégie. C'est ça. Il y a aussi un gros spécialiste de ça, c'est Marquez, qui parfois réussit à. Alors lui, il a un peu la particularité de pas avoir de moto favorite entre ces deux motos, et donc il saute de l'une à l'autre comme en swap en flag to flag, de manière à faire 3 runs. Contrairement à d'autres qui vont s'arrêter, changer le pneu arrière et repartir, lui, ça peut lui permettre dans certains cas de faire 3 runs et donc d'avoir un petit peu plus d'opportunités pour faire un temps, même si objectivement je pense pas qu'il ait besoin de ça pour faire des bons temps, parce qu'il est quand même régulièrement en pôle et régulièrement devant. Alors tu parlais justement des courses, des qualifs en MotoGP, très stratégique, et il y a surtout un point moi que je voulais évoquer, c'est en Moto3 où l'année dernière il y a eu quand même
pas mal de mecs qui se sont retrouvés à prendre des places de pénalité parce que justement en Moto 3, ils attendent que le mec le plus rapide du week-end parte et ils enquillent tous derrière et là ils ont dit non les gars, on peut pas faire c'est ça. la course de l'évrier là. Ouais, voilà, exactement. Donc un lapin en peluche et puis voilà. l'évrier derrière et surtout pas le doubler parce qu'après c'est lui qui prend les risques. Voilà, c'est lui après qui décide des c'est freinages. le problème. Et bon, alors au début les commissaires de course, ils ont entre guillemets passé des savons gentils, c'est-à-dire on convoque les pilotes, on leur dit écoutez les gars, ça peut pas le faire parce que après vous vous retrouvez en paquet comme des sauvages et puis ça fout le bazar. Sauf que ça écoute pas un pilote. T'as beau lui dire. Forcément. Ouais. Donc au bout d'un moment, ils ont été obligés de mettre des places de pénalité parce que autant sur on va dire sur la catégorie Moto 3, je pense que ça peut bien se passer de rouler en paquet comme ça, mais ces gens-là, ils vont grandir. Dans moins de 10 ans, ils seront en MotoGP et s'il y a des comportements comme ça en MotoGP, je pense que ça peut vite devenir entre guillemets dangereux. C'est comme les gremlins, au début c'est mignon, puis après quand tu les nourris, ça devient méchant. Ouais. On sait comment ça se termine. Ouais, voilà. Je ne pense pas du tout à un certain Andrea en MotoGP dont on parlera. Donc j'espère ne pas avoir oublié de détails, sinon de toute façon on a un peu une saison pour revenir dessus. Oui, de toute façon on revient. On s'étalera largement. Oui, on aura largement de quoi sur ces sujets-là parler puisque il y aura 18 Grands Prix cette année, donc peut se faire plaisir. Voilà, il y a de quoi parler. On a donc fini notre partie sur donc les catégories qu'on va évoquer donc dans les différentes émissions. Donc maintenant, on va vous expliquer un petit peu comment on va construire chaque numéro rapidement. On vous a dit de quoi on allait parler. Maintenant, comment on va essayer d'organiser tout ça. Comment ça va se passer. C'est assez simple en fait. Les GP, c'est le dimanche. Même à Assen cette année. Que d'habitude, Assen, ça courait le samedi. Et je crois que cette année, ça va courir le dimanche. Et donc, les GP le dimanche, on va essayer de se faire des débriefs assez rapidement, de manière à ce que dans la semaine, vous ayez un petit débrief GP sur les 3 catégories, donc Moto 3, Moto 2 et MotoGP. Et aussi, on va parler évidemment des faits de course marquants, ou alors de tout ce qui peut se passer en FP s'il y a quelque chose d'intéressant à dire, à savoir que des fois il y a des choses intéressantes en conférence de presse aussi. Donc s'il y a un petit peu de biscuit, on croquera dedans. Après, alors on va essayer d'amener des petites rubriques, donc ça on verra en fonction de ce qui va se passer. On va essayer de parler d'un petit peu tout, puisqu'on a nos petits chouchous, on a aussi des pilotes qui ont leur petit tempérament, hein. Donc il y aura forcément 2-3 black flags, il y aura des black cats, et comme je vous l'ai dit, on va parler aussi des pilotes français hors GP, et on va essayer aussi à chaque fois de vous donner un petit, de préparer un petit peu le terrain pour le prochain GP, histoire de donner les grandes lignes. De rester dans l'ambiance et de pas laisser retomber la pression. Exactement. Mais c'est ma foi fort alléchant. Il a l'air bien ce podcast, dis donc. Je pense que je l'écouterai. C'est toi qui vas le faire, donc j'espère que tu vas m'écouter. Ouais. Ah oui, c'est vrai, mince. On va passer à la rétro 2016, donc on va en parler assez rapidement puisque là le GP va arriver bientôt, donc le Qatar, ça va être le 26 mars. Donc on va parler des champions du monde de chaque catégorie. Alors en Moto 3, qui est sorti du panier cette année? Pour une fois, c'est un Sud-Africain, si je me trompe pas. Donc Brad Binder, qui a quand même largement dominé la catégorie, hein, il les a bien pilés quand même toute l'année. Il les a dosés, effectivement. Une main dans le dos, comme je disais, comme le livreur de pizza dose les mecs du Joe Team sur sa pétrolette 125 à vitesse. Là, pour le coup, c'est pas des 125. C'est 2,5 quoi. Il les a bien fumés. Ouais. Il met quand même 142 points au vice-champion du monde. Hein, donc, Et il fait podium sur les 7 premiers GP, je crois. Il a un peu expliqué à tout le monde comment ça allait se passer. Quoi. En fait, après, il a géré Pépère. Hein, mais bon, il a continué à bien gagner des courses. Non, mais effectivement, il faut pas tomber. Hein. Enfin, c'est des trucs qui ont l'air bêtes, mais il s'est rien cassé. Il a fait un très beau job. Il a commencé en fanfare et il a pas molli. En fait, il a pas fait une Jack Miller, parce que Jack Miller, il avait fait entre guillemets à peu près le même départ, si je me trompe pas, il y a 2 ans, et il se fait braquer le titre par Alex Marquez pour 2 points. C'est vrai que tout le monde disait Jack Miller, waouh, top, champion du monde, sauf que il a pas été champion du monde. Bon, il est monté en GP quand même direct, mais bon, il a pas été champion du monde, ce qui est dommage parce qu'il avait fait une très belle saison, un très beau début de saison, sauf qu'une saison, ça va jusqu'au bout. Oui, et puis Marquez
Marquez, on peut en parler, le frangin. Il est resté en Moto 2. Je pense qu'il prend son temps pour monter en puissance. Ouais. J'avoue que j'ai pas suivi ses perfs de près, mais il a eu le bon goût de pas vouloir se ruer sur la MotoGP. Ouais, donc il prend le titre Moto 3 quand même je dirais pas la surprise générale parce qu'il fait une super belle saison, mais tout le monde disait Miller va gagner. Et donc Marquez prend le titre. Il monte en Moto 2, ça c'était prévu, c'était signé chez Marc VDS, donc avec une bonne moto. La première saison, il fait 14e au championnat du monde. Et la deuxième saison, il fait 13e. Donc c'est pas entre guillemets monstrueux. Mais comme tu dis, la Moto 2, il y a quand même un sacré gap entre Moto 3 et Moto 2. C'est des catégories qui font énormément entonnoir, dans le sens où les pilotes sont forcément obligés de plafonner un petit peu en Moto 2 avant de pouvoir monter en MotoGP, donc il prend son temps comme tu dis. Il y a eu Quartararo chez Léopard qui a été un petit peu décevant. Léopard, ils étaient champions du monde l'année d'avant avec Danny Kent, ils ont pris 3 pilotes je crois sur l'année dernière. Quartararo, il fait pas une super saison, il fait 13. À noter qu'il fait derrière Fenati, qui se fait virer quasiment à mi-saison de VR46. Oui, j'avais suivi cette espèce de amour, gloire et beauté intra-paddock là, de pilotes qui, a priori, c'est pour des problèmes on va dire, d'ambiance dans le team. J'ai pas compris ce qui s'est passé chez. Alors, moi, j'y étais pas, mais donc on va faire un petit peu de gossip parce que c'est aussi l'intérêt de la chose. Ah oui, quand même. Machine à café style. Voilà. On appuie sur le bouton machine à café. Ouais, voilà. Non, mais tu prends quoi avec un peu de crème? Je suis plus cappuccino pour le coup. D'accord. Mais bon, voilà, Fenati il débarque chez VR46, donc quand Rossi monte sa structure de pilote, on va dire pour pousser les pilotes un petit peu, les pilotes italiens pour les aider et monter une structure propre. Et le problème c'est que il fait il est un petit peu en dents de scie. A priori, il a un caractère pas facile, le jeune homme. Et il y a eu plusieurs fois donc des coups de pied dans les polis. Il s'est un peu énervé. A priori, ils en sont carrément venus aux mains avec le poteau de Valentino, donc qui est team manager de VR46. Donc à partir de là. Ça peut ne pas aider. Voilà, quoi. Au bout d'un moment, ils lui ont dit t'es gentil. Maintenant, si t'es comme ça, tu vas voir ailleurs. Écoute, VR46, la team. À suivre, surtout comme pépinière, comme tu disais, parce qu'il les dorlote un peu, il les emmène dans son ranch, il les fait courir sur des tapis de course comme l'homme qui valait 3 milliards. J'y vois bien la musique à Steve Austin. Tu nous parles un peu de l'année passée en Moto 2 ? Oui, d'autant plus qu'on va commencer par un cocorico. Oui. Parce que Zarco a rempilé, et je crois que si ce n'est le premier, c'est un des rares à avoir défendu son titre. C'est le premier. Et avec succès. En Moto 2, c'est le premier. En tout cas. Ouais. Il avait donc gagné en 2015-2016. Il a rempilé en 2016-2017 avec quand même 7 GP à son actif. Et Lutti qui fait 2 au championnat a eu 4 GP au compteur. Et Lamy Rins qui finit le podium a fait 2 grands prix. Donc c'est 7 GP. C'est pareil. On s'est fait un peu peur avec Zarco l'année dernière parce que sur le milieu de saison, sauf si je me trompe de période, il a eu l'air d'accuser le coup, c'est-à-dire de moins gagner. C'était ça. Voilà, il gagnait moins, mais en même temps, il a eu la sagesse de pas ni se lamenter, ni essayer de rouler au-dessus de ses ponts, parce que j'ai souvenir de quelques courses où il a fini, ça faisait pas plaisir à personne, ni à ceux qui regardaient, ni à lui forcément. Mais il a pas essayé, par exemple, d'essayer d'accrocher un podium alors qu'il faisait 5. Voilà, quand tu finis, tu marques des points, c'est idiot, c'est un peu à la Giroud, quoi. Mais faire le Giroud en milieu de saison, ça fait qu'à la fin de l'année, tu gagnes et tu laisses surtout les petits amis s'écharper. Alors pourquoi je dis ça, c'est que la deuxième place du championnat, je dis bien la deuxième, messieurs dames, n'était pas acquise avant la toute dernière course. Il restait Lutti et Rins, c'est respectivement 2 et 3 au final, et Morbidelli qui se fightait pour cette fameuse deuxième place. Et ça a fini par se régler avec Lutti en 2 et Rins en 3, du moins sur le podium. Ouais. Donc c'était assez rock'n'roll pour la deuxième place. Pour pousser un petit peu sur la saison de Zarco, c'était ça. C'est toujours un petit peu compliqué, surtout quand t'es en catégorie intermédiaire, t'es champion du monde, en général tu montes. Et là, son choix, il avait été, je dirais pas critiqué, mais il y avait beaucoup de gens qui avaient dit si on te propose un contrat en MotoGP, même si c'est pour une Ducati satellite, vas-y quoi. Et au bout du compte, il a dit non, je préfère clairement rester dans une équipe où je me sens bien et pour choper un meilleur guidon l'année prochaine, quoi, parce que le but c'est vraiment de monter en MotoGP, mais avec une bonne bécane. Et au début de la saison où ça se passait entre guillemets pas idéalement,
vraiment jusqu'à la mi-saison. Je dirais pas que ça commençait à se retourner en se disant ouais, bah, il aurait peut-être dû monter, etc., etc. Et vraiment, il s'est bien ressaisi pour d'une part choper un bon guidon en GP, parce que quand même choper une Yamaha satellite, c'est quand même très très bien. C'est une super bonne performance. Bonne bécane, hein. Et puis surtout accrocher un deuxième titre, c'était pas gagné au début de saison. Oui, et puis comme tu l'as dit, il a eu le courage de défendre son titre parce que imaginons qu'il n'ait pas gagné, on lui aurait plus fait de reproches de n'avoir pas gagné en Moto 2 que d'avoir fait 0 points en MotoGP, parce que il aurait coché la case MotoGP cette année-là et puis c'était déjà ça entre guillemets. Exactement. Ça n'est pas une fin en soi, du moins pour lui. Effectivement, non seulement il a remis le titre en jeu, mais il a gagné. Ouais. Et donc, le constructeur en Moto 2, pour parler de Moto 2, on l'a dit tout à l'heure, c'est Kalex. Ils ont tout gagné en 2016. Mais comme ils ont 24 pilotes titulaires, ça peut aide. expliquer cela. Voilà. C'est pour ça qu'on se concentre plus sur les pilotes en fait que sur le constructeur. Hein. Vu que c'est des moteurs imposés Honda qui ne déméritent pas, mais bon, tout le monde a le même, donc c'est une variable qui disparaît. En fait. Une variable muette, elle disparaît pas tant que ça, dans le sens où c'est quand même difficile de faire des moteurs 100% identiques pour tout le monde, et donc ils sont tirés au sort. Ah, je savais pas. Si, c'est tiré au sort. Je crois qu'il y a eu 2 ou 3 saisons de ça. Il y a eu des problèmes parce que c'était les mecs, ils tiraient un moteur, ils disaient non, celui-là il est pourri, file-moi-en un autre. Non, celui-là il est pourri, file-moi-en un autre. Donc les mecs en fait ils prenaient le moteur, ils le passaient au banc et puis après ils disaient non, il est naze. Et au bout d'un moment ils ont dit les gars, qu'il est passé au banc en plus, généralement il a pris cher. Ouais, enfin bon, il l'étalonne quoi. Et au bout d'un moment ils ont dit non les gars, c'est pas la foire à l'échange, c'est pas le bon coin ici. Donc ils ont je crois qu'ils ont limité le nombre d'échanges possibles. Pour le Moto 2, il y a quand même des choses pas plaisantes qui sont passées en 2016, puisqu'il y a Salom qui est décédé en Catalogne en FP2. Il a perdu l'avant. Il y a eu une enquête parce que forcément, quand il y a des accidents mortels, les pilotes, je crois, avec Capirossi en tête, c'est lui qui est responsable. Sécurité, il chapeaute ça, et donc aussi tous les pilotes sont concernés. Il a fallu faire au plus vite, à savoir qu'ils ont modifié le tracé de la course pour prendre celui de la F1. C'est ça. Donc l'année dernière, ils ont changé le parcours et puis ça a débouché pour quelque chose de plus pérenne, à savoir le rajout d'une chicane pour les courses moto sur ce circuit. Donc désormais en Catalogne, il y a une chicane dédiée moto pour ralentir avant cet endroit. Et puis en hommage à ce pauvre Luis Salom, retrait du numéro 39 de la Moto 2. Ouais, alors il y a eu une petite, justement, je sais pas si tu te rappelles, si tu avais suivi, mais il y avait eu une très très grosse anicroche en conférence de presse, donc suite à l'accident de Salom, où il y avait eu une grosse remise à plat. Donc c'était la conférence de presse qui a suivi la pole, puisque donc les 3 premiers pilotes MotoGP et le poleman Moto 2 et le poleman Moto 3 font une conférence de presse le samedi, et forcément les journalistes ont posé des questions entre guillemets, j'aurais tendance à dire vraiment stupides. Zarco, la question était adressée à Lorenzo si je me trompe pas, et il a pris la parole, et parce qu'il avait fait la pole Moto 2, et il a remis le journaliste à sa place en disant que c'était clairement pas le moment de parler de choses comme ça. Et j'ai trouvé que c'était franchement de sa part, c'était d'une part prendre une grosse part de responsabilité. J'ai pas suivi cette conférence de presse, mais c'est vrai que les conférences de presse sont souvent, enfin pas souvent, mais peuvent créer un peu de, non pas du buzz, parce que je crois pas que ce soit leur but, mais ça parle franco en fait. Quand il y a des pilotes qui sont pas d'accord entre eux, ils se le disent. On a vu Marquez Rossi il y a 2 ans. Du temps de Simoncelli, paix à son âme aussi, il s'était fait une explication de texte avec Lorenzo pendant une demi-heure devant les caméras. Donc effectivement, les choses se disent en conférence de presse, des fois un peu trop, peut-être du goût de certains, parce que Lynn Jarvis, en vieux sage, se caressant la barbe qu'il n'a pas, considère qu'il faudrait pas trop s'énerver en conférence de presse, mais ça fait partie du délire. Oui, après, moi c'est ça qui me plaît aussi en MotoGP, parce qu'en F1, ça c'est très proche du robinet d'eau tiède, c'est-à-dire oui, c'est des éléments on de a fait langage, au mieux. L'équipe travaille bien, etc. Foot, etc. Je dis comme en foot, 3 points à domicile. L'important c'est les 3 points, sauf que là il y en a 25. Mais voilà, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas uniquement les pilotes en général parlent,
Et oui, c'est pas édulcoré et c'est pas encore en tout cas raplati avec voilà, je te dis les éléments de langage. Bah, ils sont chauds comme des baraques à frites, comme tout motard peut l'être sur l'aire d'autoroute aussi quoi. Ouais, Donc ouais. je pense que ça tient aussi à ce type de discipline où peut-être t'as la tête plus près du bitume, donc ça rembarge, je ne sais pas, mais il y a un truc. Ouais, il y a un franc-parler qui est J'ai là. ma pensée en tout cas, j'ai ma pensée qu'ils ont à peu près le même côté décérébré, je me comprends en tout cas. Pas de filtre, et ça fait partie des choses qui sont plaisantes dans ce qu'on appelle parfois pompeusement le Continental Circus. Si tu le permets, je vais enquiller avec la rétrospective MotoGP. Ouais. Pour la saison donc 2016-2017. Donc l'inévitable Marc Marquez a gagné son 3e championnat, si je ne m'abuse. Je remarque que Valentino Rossi est 2e, tiens, un petit jeune qui promet. D'accord. Et Lorenzo 3e. Alors ça c'est un résultat, mais on aurait pu le tirer au dé limite, mais ce qui va être intéressant de nous rappeler, c'est le déroulement de la saison, parce qu'il a été... c'est une saison qui a été un peu, je vais pas dire bizarre, mais presque, principalement à cause de la pluie. Oui. Pas que, mais parce que Lorenzo, moi si tu me demandes maintenant à brûle pour point ce qu'a fait Lorenzo l'année dernière, je dirais il était aux fraises, ce qui n'est pas exactement le cas parce qu'il a gagné 3 des 6 premiers GP. Et quand on parle des premiers GP, alors Marc Marquez... en plus voilà, sur les 3 premiers GP, donc t'as l'Argentine et Austin, où de toute façon Marquez, quoi qu'il arrive, il va gagner. Donc voilà, après Lorenzo n'a pas fait de figuration loin de là, mais quand il a commencé à faire humide, je ne sais pas si c'est que ça. Non, ça il y a aussi le fait qu'il est signé chez Ducati. Ah, j'avais pas analysé ça comme ça. Il faut toujours faire le lien. Au début de saison, tu pousses, au bout d'un moment t'en as un qui vient qui dit tu veux venir chez moi? Ah ouais, d'accord. Ouais, mais donc effectivement, bon bah il y a eu le wet. Il y a eu un peu les deux, c'est sûr. Et puis le ciboule, peut-être qu'il change, peut-être qu'il voulait pas se casser un os. Non mais il y a ça. Marquez s'est échappé au championnat parce que Rossi, bien que gagnant 2 grands prix dans la première moitié de saison, a eu des misères, notamment une casse moteur au Mugello. Alors ça, j'ai encore les larmes. Ça, j'ai du sel sur les joues. Les à-coups dehors. casse moteur au Mugello. Et puis surtout Rossi, il faut quand même dire quand ça va pas, il a eu 4 courses did not finish, DNF, dont la casse moteur, mais il y a quand même eu 3 gaufres et une 8e place en Allemagne, donc ça fait que les points sont envolés et que Marquez, non pas sans combattre, attention, mais Rossi n'a pas été l'antagoniste qu'il aurait pu être en milieu de saison. À la fin, il a quand même assuré parce que Rossi a fait 6 podiums sur les 8 derniers GP. Bah, il voulait taper la 2e place au championnat à Lorenzo. Ouais, parce qu'effectivement, coéquipier, meilleur ennemi en fait. Donc c'est effectivement le 6. Alors, je crois qu'on n'en était plus à avoir des paravents entre les stands, mais comme ça a été le cas au début, au retour de Rossi chez Yamaha. Mais voilà, quoi, si on peut finir devant, mettre un coup de crosse sur la tête, c'est bien pour Rossi, j'entends. Donc ça s'est fini sur un Marquez qui n'était pas possible de rattraper pour Rossi. Donc Rossi s'est contenté, si j'ose dire, de battre Lorenzo. Mais donc du fait de la pluie, il y a eu quand même pas mal de vainqueurs différents. C'était devenu presque le gimmick du MotoGP. Il tweetait toutes les veilles de Grand Prix en disant alors est-ce qu'on va y avoir un 10e vainqueur vers la fin du championnat? Parce que Marquez a enquillé quand même 5 victoires sur la saison, Rossi 2 et Lorenzo 4. Mais pour le coup, Lorenzo a gagné 4 courses. Il a fait que je me pince pour le voir. Mais il a gagné 3 des 6 premiers GP. Donc, dans la musette, donc je crois qu'il a gagné à la fin à domicile. Ah oui, petite. Il gagne à Jerez. Non, mais à Valence. La dernière, c'est Valence. Mais petit troll pro Rossi. Rossi a quand même gagné 2 GP en Espagne. Puis le Mugello a été neutralisé, si j'ose dire. C'est un Grand Prix qui n'a pas eu lieu. Plus sérieusement, donc il y a eu les 3 ténors qui se sont fait plaisir, si tu me passes l'expression. Mais après, nous avons le Cal Crutchlow, ce sympathique Britannique assez péchu, qui a certes gagné sous la flotte, mais comme il devait en avoir marre, on dit c'est parce qu'il a flotté, il en a gagné une sur le sec. Et il a dosé Rossi, on peut le dire, ce jour-là. Rossi n'a pas réussi à le recoller. De son propre aveu au docteur, Crutchlow, il était chaud. Donc Crutchlow a gagné sur le sec et sur le mouillé. Donc visiblement la paternité ne lui a pas fait prendre moins de risques, passer à d'autres choses. Ça l'a
soit calmé, donc il a fait moins de chutes, soit ça l'a électrisé, ou pas. Il a quand même beaucoup chuté cette année, hein. C'est un peu Ouais, dommage. il semblerait qu'il le reconnaisse lui-même, il est plus souvent par terre que sur sa moto, il le disait en rigolant. Parce que c'est quelqu'un, a priori, si j'en crois les interviews qu'il fait, qui est pas à prise de tête, quoi. Il prend pas les éléments de langage. Nos amis, les vainqueurs de course, je vais quand même les citer, parce que quand même, il y en a qui se sont arrachés. Il y a Vignales, hein, on va en parler un peu plus tard, mais Vignales a quand même fait un beau job sur une Suzuki qui est ce qu'elle est. Je pense pas sur une mauvaise moto, mais il a réussi à la hisser en première place. Il a bien poussé. Je ne sais plus si c'était sur le mouillé. Je crois pas. Ça me dit. Je crois pas. Hein. Ce que je sais, c'est que Miller, donc Vignales a gagné une course. Ouais. Miller a gagné sous la pluie, mais il a gagné. Écoutez, parce que bon, c'est bien facile de lire, c'est sous la flotte, ça nivelle les levels, mais Dovi a eu droit à sa victoire syndicale. Ouais. Ça faisait un bail qu'il n'avait pas gagné. Il gagne en fin de saison, je crois que c'est lui qui gagne, c'est le 9e vainqueur. Ouais. Et Pedrosa, le gendre idéal, après retour de blessure, je crois que c'est après sa retour de blessure qu'il gagne. Peut-être que c'est une ânerie. Je sais plus. Il a été absent un bail, Pedrosa. Oui, il s'est fait le syndrome des loges, non ? Il était pas compétitif pour le championnat. Ouais. Mais il gagne à Rimini devant Rossi, quoi. Le truc qu'il faut pas faire. Sans blague. Bah, si. Il a fait ça. Avec Lorenzo 3, ouais. Oh la vache. Grand Prix de Saint-Marin. C'est parce que c'est Pedrosa qu'il est fort sympathique que je ne lui en veux pas. Et il mérite un coup de casque rien que pour ça, quoi. On va voir si on peut pas mettre un petit contrat sur. Non. S'il y avait un contrat à mettre, c'est sûrement pas sur Pedrosa. Mettre un contrat, attention. Mais c'est le gendre idéal, c'est le mec qui monte les packs d'eau au 6ème sans ascenseur pour les petites vieilles. C'est jamais un mot. L'autre, il va s'excuser quand il a scoré. Alors on parle pas d'Aiden en 2006, mais il a scoré qui il a scoré Dovi, qui s'était fait scorer par Iannone le week-end d'avant. Oui, c'est ça, c'est ce pauvre Dovi. C'était Dovi qui était le chat noir, le mec. Pedrosa, limite il va lui remettre des vis sur sa moto, il balaye la piste derrière parce qu'il va s'excuser en live. Et il en peut plus d'avoir mis un mec par terre. Ouais, bah oui. Donc voilà, Pedrosa, c'est Pedrosa. Moi j'aime bien cet homme. Ouais. Il est fort sympathique. Et puis je finis la liste des vainqueurs par le très décérébré Iannone, dont on vient de parler pour son strike qui est digne de ce que tu peux voir des fois en F1 quand les mecs se mettent hors course alors qu'ils ont course gagnée 1 et 2. C'était pas le cas parce qu'ils étaient 2 et 3. Oui, mais c'est vrai. Même, c'était, je crois, le premier podium de Ducati. C'est vrai, depuis une bonne paye, ouais. Ça a fini avec hors course les deux. Je crois qu'il finit. Hors course, j'entends hors podium. Ce qui est sûr, c'est que il finit. C'était genre l'avant-dernier virage. Et puis ça passait, c'était beau, comme on dit dans le jeu. Mais ça passe pas. Ça ne passe pas, mais de plusieurs mètres. C'est bon. Attends. Qui suis-je pour dire à un pilote que ça passait pas ? Non, mais quand tu regardes les images, c'était le truc à passer. Ça laisse rêveur. Donc là, Iannone nous en a fait une belle. Et puis, il s'est fait Lorenzo. Je sais plus si c'était l'année dernière. Je sais plus. Mélange. Mais j'ai toujours ces images d'un Iannone qui vient striker un gars qui a rien demandé à personne. En fait, trêve de plaisanterie, c'est quelqu'un qui va super vite. Je crois même c'est le recordman de vitesse. Alors la vitesse, ça vaut ce que ça vaut. Oui. Hein. C'est de la vitesse instantanée, mais il faut quand même pouvoir tenir la moto, quoi. Voilà, mais c'est surtout, si je comprends bien, les difficultés du pilotage, c'est sortir fort dans le virage d'avant. Clairement, c'est un pilote d'exception, comme tous, et des fois, il débranche la tête. Donc à suivre aussi, hein. Ça fait partie des jeux du cirque, tu sais, même sans se l'avouer, les gens parfois, voire même souvent, regardent pour qu'il se passe quelque chose, pas que des belles passes d'armes, mais des saloperies. Moi, c'est pas mon cas, j'aime pas voir les mecs par terre. Hein, c'est moche. C'est clair, c'est moche. Clairement. Moi, je préfère voir des bonnes bastons. Ça se passe, ça se dépasse. Un petit S, un gars qui fait l'inter, l'autre qui fait l'exter, etc., etc. Ça n'en finit pas. Plutôt que de voir des mecs dans le bac, quoi. C'est pas rigolo. Bon, Iannone, on arrête de le charger, le pauvre. Ouais. Parce que, Iannone, il gagne quand même en Autriche pour le premier Grand Prix d'Autriche. Il gagne. Respect. Ouais. Donc, et il fait doubler avec Dovi qui fait 2. Ouais. C'est pour ça que Ducati est passé du rang de mec qui fait de la peine à écurie sur laquelle il faut compter. Bah ouais, c'est clair. Et pas que parce qu'ils ont de la vitesse en ligne droite. Non. Ils réussissent à la faire tourner correctement maintenant, donc c'est bien. Non, visiblement, ils sont bien partis. Et dans le MotoGP, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu donc une sorte de mercato
assez conséquent finalement quand on y pense. Ouais, gros. Ouais. Gros mercato. Moi, je pense que un des plus spectaculaires, c'est à cause des résultats qu'il a fait en essai, c'est Vignales. Ouais. Outre le fait qu'il a gagné en plus, et il passe chez Yamaha, qui est quand même un guidon qui est convoité, et pas ça. En fait, c'est ça. Les guidons factory, ils sont quand même toujours très très verrouillés. Quand tu vois chez HRC comment ils sont battus pour que Marquez n'ait pas à passer par une team satellite, puisque à l'époque donc il y avait ce point de règlement. Tout rookie ne pouvait pas accéder directement à une factory. Je ne savais pas. Si, c'était un point de règlement, et donc le HRC a fait modifier ce point de règlement de manière à ce que Marquez puisse monter directement en factory, donc quand Stoner a pris sa retraite. Donc il est arrivé en factory, et depuis ce temps-là, les guidons factory avaient changé uniquement pour le retour de Rossi, si je me trompe pas. Mais voilà, Pedrosa, il est au HRC. Je crois qu'il est né au HRC avec une moto comme ça. Rosa, ça va faire 15 ans qu'il est là-dedans, quoi. C'est un guidon, factory. Il s'est fait peindre les couleurs. Maintenant, il met plus de combi. Il court à poil avec de la peinture orange et blanche. Non, mais c'est vrai qu'on l'associe à ça. Lorenzo, c'est pareil. Avant qu'il parte chez Ducati cette saison, ça faisait je sais pas combien d'années qu'il était chez Yamaha, quoi. Donc ça verrouille vachement. C'est clair. Les motos compétitives étaient énormément verrouillées, et en fait, le fait que Lorenzo parte chez Ducati, ça a redistribué au moins un guidon factory. Ça a ouvert. Alors après, c'est peut-être du gossip, mais l'impression que ça donnait, c'est que Lorenzo partait, pas qu'il soit chassé par Rossi mécaniquement, mais j'ai l'impression qu'il trouvait qu'il n'y avait pas assez d'égards pour lui, bien qu'il soit multiple vainqueur de Grand Prix de championnat. C'était un peu le numéro 2 de facto, même si normalement il n'y a pas de numéro 1, numéro 2 dans la saison dernière. J'ai l'impression qu'il avait gros sur la patate de ne pas être mieux considéré après. Mieux considéré que Rossi que Rossi, ou du moins qu'il sentait qu'il y avait une préférence, comme un peu dans les familles, tu vois, le préféré. Mais bon, c'est difficile quand t'as Rossi, puisque Rossi a une histoire avec Yamaha, vu qu'il y a eu départ et retour. Oui. Il y a eu arrivé depuis Honda, redépart vers chez Ducat, retour. Donc, Lorenzo, il avait un peu grognon. Mais tu me diras, il a peut-être aussi besoin de se relancer. Alors, est-ce qu'il est parti parce qu'il était chonchon, ou parce que ça l'excitait Ducati, ou parce qu'il y a des liasses de billets? Je ne sais pas. À mon avis, c'est un petit peu détroit. Je peux dire combien ils sont payés, ces gens-là. Ils en font pas mention comme en foot. C'est marrant parce qu'en foot, c'est même obligé que tu saches à la virgule près combien ça coûte de transfert et d'options et de je sais pas quoi. T'as même la com du chauffeur de l'agent qui est publié en XLS où tu veux. En MotoGP, c'est genre non mais ça va, ça le fait, on s'est arrangé. Donc dans les transferts, parce que je me suis un peu répandu là, nous avons on a un peu digressé. Oui, nous avons le très rarement oxygéné du cerveau Yannone, excusez-moi de le charger encore, qui passe de Ducati à Suzuki, factory de facto, puisque Suzuki il y en a que deux, et il aura comme coéquipier Rins qui nous vient de la Moto 2, comme on l'a cité tout à l'heure, puisqu'il a fait 3e du championnat. Donc Suzuki a des nouveaux pilotes, à savoir Yannone et Rins. Chez Aprilia, donc qui sont arrivants tous les deux, il y a Loves et Aleix Espargaro, et non pas son frangin, parce que le frangin qui s'appelle Paul. POL. Voilà, Paul Espargaro avec Bradley Smith sont partis tous les deux la main dans la main de chez Tech 3, en bon terme, oui. Tech 3, si je ne me trompe. Et pour aller grossir les rangs de KTM, les vrais nouveaux entrants en fait. Parce que tout à l'heure, je me suis trompé en disant qu'Aprilia était nouvel entrant. Ils ont été discrets l'année dernière, on va dire. Très discrets, donc il y a la Team Tech 3 qui est drag and droppée chez KTM. Après, il y a les arrivants chez Tech 3 dont on a parlé, donc Zarco Folger. J'ai oublié de citer, parce qu'on en avait déjà parlé, mais effectivement, Zarco et Folger. Alors, Folger, dans la série Les gens aiment bien cancaner, il a été critiqué cordialement, certes, par des bruits de médias ou de je sais pas quoi, parce que il fait moins d'étincelles. Oui, il a fait forcément moins d'étincelles que Zarco, parce que qui peut se targuer d'être double champion Moto 2, évidemment. Mais il n'a pas démérité, parce qu'il s'est très vite adapté, d'ailleurs plus vite en termes d'adaptation que Zarco, à la nouvelle bécane, sur les essais qui se sont déroulés outre au Qatar, avant il y avait eu l'Espagne, alors je ne sais plus quel circuit. Alors ils ont fait Valence juste après la fin de la saison. Après ils ont fait Phillip Island, après ils ont fait Sepang et ils ont fini au Qatar, histoire d'emmener les motos prêtes pour le GP. C'est ça en fait, avec
le dernier week-end, c'est ça, le week-end dernier qui s'est déroulé avec Folger a bien démarré les essais et Zarco a recollé finalement et ils sont placés dans le top 10. Pour les arrivants, donc nous avions Zarco Folger chez Tech 3, mais quid d'Aprilia? Bah, chez Aprilia, t'en as parlé, c'est Alex Loves et Aleix Espargaro. Tout à fait. Ouais. Loves, j'avoue ne pas l'avoir dans mon viseur parce qu'il était en Moto 2, mais j'ai pas suivi si c'était quelqu'un de chaud. Loves, il a quand même, il a pas fait une super saison l'année dernière. Je crois qu'il fait 5 au championnat, si je me trompe pas. C'est pas. Ouais. C'est un peu comme Folger qui lui fait 7. C'est pas le gars mauvais, c'est pas non plus. Mais moi j'adore son style de pilotage. Donc voilà, il y a un truc à suivre, en tout cas sur les. Ouais. On peut appeler ça des challengers, parce que Aprilia est une team challenger. Le pilote vient de la Moto 2, donc c'est aussi ça qui est intéressant. Ok, t'as les 3-4 énormes, puis t'as quand même aussi. En gros, il n'y a pas de mauvais, ça c'est évident. Et non, ça c'est clair. Il y a pas de faible, même pas de. Il y a personne qui fait pitié. Non. Et puis bon, Aprilia, même s'ils ont un petit déficit de performance pure au niveau moto, ils n'ont pas été ridicules non plus l'an dernier. Tu peux pas non plus. Voilà, puis je pense qu'ils capitalisent. Hein. Il y a des années d'introduction et puis. Exactement. On le voit avec KTM qui arrive cette année. Forcément, ils vont avoir une année difficile, même s'ils ont des pilotes expérimentés. Ça va être franchement, ça va être compliqué de trouver la bonne formule. Hein. Suzuki, moi, ce qui m'épate vraiment, c'est qu'en 2 ans, ils ont réussi quand même à faire une très très belle saison. Hein. Vignales qui fait 4 au championnat du monde, qui fait devant Dovi, qui est quand même chez Ducati, et puis devant Pedrosa. Bon, quand tu finis devant un factory Honda, tu n'as pas beaucoup qui l'ont fait. Le MotoGP, alors sûrement aussi la Moto 2 et la Moto 3, je suis moins au courant, mais c'est beaucoup de la mise au point et beaucoup le talent du pilote à remonter de l'info au moins aussi bien, si ce n'est mieux, que les capteurs de télémétrie. Ouais. Faut juste qu'ils réussissent à prouver qu'il n'y a pas que Vignales qui réussit à la faire aller vite. C'est tout. Ouais, effectivement. Ouais. C'est tout. Mais bon, mine de rien, Iannone, malgré toutes les blagues que j'ai dit sur lui, c'est un fiefé pilote. S'il y a moyen de claquer des pendules, ça va y aller, je pense. Il a montré qu'il pouvait gagner une course, faire des podiums. Voilà, en plus. Ouais. Il a du tempérament, mais il a énormément de talent pour emmener la Suzuki devant. Voilà, on parlait d'Aprilia. Oui. Hein, mais vu que c'était le début de saison, il y a quand même eu un joli baptême chez Aprilia. Mon Dieu. Et ils ont réussi quand même à amener une, comment appeler ça? Alors voilà, un concept. Un concept, je sais pas si c'est concept, mais c'est moche quoi. Enfin la peinture Aprilia pour 2017. Le pire, c'est qu'ils s'en sont vantés. J'ai vu passer un tweet et puis j'ai réglé, tu sais, dans mon moniteur, je suis allé voir du temps du VGA, parce que là je suis en DVI, du temps du VGA, des fois il manquait une couleur. Donc tu dis, tiens, mon écran est magenta, c'est bizarre. Et puis non, alors j'ai regardé après si je m'étais pas trompé ou si c'était pas un fake, c'était pas le Gorafi, non? Tu me confirmes? Non, c'était pas le Gorafi Sport, non. Donc, pour éclaircir un petit peu ce qu'on est en train de raconter, parce que déjà on n'a pas la photo devant les yeux, mais on s'en souvient, c'est assez moche comme ça, et pour éclairer un peu la lanterne de nos éventuels auditeurs, Aprilia, c'est parti d'un bon sentiment, ils ont fait une peinture aux couleurs de l'Italie, mais à dominante rouge en bas, avec une belle bande blanche, et du vert sur le haut de la moto. Hein. Mais alors je pense, après avec des scies, on mettrait pareil en bouteille. Il y a un des sponsors qui, forcément il faut le mettre, attention, je ne dis pas le contraire, mais qui doit être sur un fond bleu marine dégueulasse, avec un vert qui jure avec l'autre vert. Donc une fois que tu as dit ça, tu as dit beaucoup de choses, on dirait un nuancier Pantone. La moto, elle ressemble à rien, à cause de la peinture. Joli, Et donc voilà, et qui sont en vente en plus. Bon, ok, on comprend bien le coup on n'est pas en couleur de l'Italie, mais comme dirait Pierre Mortez dans Le Père Noël est une ordure, c'est une chose qui n'est pas commune et que vous ne verrez pas chez tout le monde. Et lui de répondre, j'espère bien. Et surtout, je vous ai beaucoup moins bien réussi que le port. Ah bah là, je vous ai beaucoup moins réussi que la Ducati, que l'Aprilia, excuse-moi. Parce que Ducati, c'est un autre morceau. Mais oui, cette peinture, alors pour les curieux
qui voudraient y aller voir, mais vous la verrez bien assez tôt, si je puis dire. Oh là, on est quand même super méchant. Mais c'est du troll gratuit parce que c'est de la peinture. Voilà, ça n'engage à rien. Non. Puis surtout, s'ils veulent la changer, ils peuvent la changer quand ils veulent. Mine de rien, quand même, les couleurs, c'est un peu pavlovien. Hein. C'est-à-dire que quand tu regardes une retransmission de Grand Prix, les couleurs, ça trompe pas. Le bleu du Yamaha, c'est pas le bleu du Suzuki. Et Honda, c'est toujours les mêmes couleurs depuis je sais pas quand. Depuis Repsol. Alors, j'ai vu des images d'archives des Yamaha jaune camel de Rossi à ses débuts. Ouais. Je regrette pas le jaune camel. C'est peut-être aussi que c'était des vieilles VHS dégueulasses qui ont été ripées sur YouTube. Mais non, le bleu de Yamaha. Encore une fois, ça reste nos goûts en matière de couleurs, mais je crois qu'on est tombé d'accord sur l'évocation de un peu cet essai. Les princes du mauvais goût, quoi. Cet essai, ouais. J'ai connu des Italiens plus raffinés dans le design, voilà. J'allais dire, l'Italie, c'est quand même un peu le top en termes de raffinement et de design. Ne va pas trop loin parce qu'il y a eu un autre essai quand même italien, pas sur la peinture. Aïe. Aussi malheureux. J'aime d'amour cette marque que tu vas citer, qui s'appelle Ducati, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ah ouais. Alors je l'aime bien parce que j'en ai chevauché, n'est-ce pas? Mais le Mythic Monster ou une 900 SS. Mais là, on parle. Est-ce qu'on parle du carénage? Oui, on parle de la face avant du truc, quoi. Voilà, ils ont voulu se refaire après l'interdiction des ailerons et ils ont fait donc ce qui a été appelé par d'aucuns le requin marteau. Voilà, Decepticon pour ceux qui aiment bien Transformers. C'est au choix. Suivant la référence. J'ai noté un petit troll twitteresque, je ne sais plus à qui je dois le rendre, mais je pense qu'il n'a pas de droit d'auteur. Ils l'ont appelé l'attrape-mouette. Alors l'attrape-mouette, on parle de Phillip Island, qui est quand même le circuit pour choper les piafs. Pour choper les volatiles. Casque pour y donner. Mais ouais, là il y a de la mouette à ramasser et je les vois bien. Là tu peux en choper une de chaque côté, t'es tranquille. Ouais, je pense qu'après elles seront bien installées, elles pourront vivre le Grand Prix au calme. Donc voilà, ils ont un espèce de truc. Alors je pense qu'en fait ils s'en fichent complètement Ducati d'avoir une jolie moto au sens esthétique. Mais là, en tout cas j'espère. Et en plus c'était aux essais parce que ça a fait qu'on cannait pas mal et puis parce qu'aux essais ils les ont sortis tard pour, j'imagine, pas trop se faire repérer. Enfin au sens ils voulaient pas se faire copier, mais de révéler ça aux concurrents. Et ça me semblait aussi un peu tard par contre pour venir leur copier leur truc à J-7. Mais bon. Ils ont sorti ça au dernier jour d'essai, si je ne m'abuse, ou le soir du avant-dernier, ou très tard. Voilà, et comme en plus c'était pas en noir et pas en rouge et blanc, ça se voyait vachement sur les photos. Donc voilà, après, ça se trouve, dans quelques années, ce sera la norme. Comme les F1 ont changé de forme par le passé, on se souvient que il y a eu des ruptures, on va dire, dans le design esthétique / aussi aérodynamique. On verra, peut-être qu'on trouvera ça super. Si ça les fait gagner, tant mieux pour eux. C'est plus facile de trouver super en plus. Si ça les fait gagner. Bon. On a bien bitché sur Aprilia et Ducati, nos amis italiens, qu'on aime bien par ailleurs. On n'a pas fait que bitcher. Qui aime bien châtie bien. Non, mais je parlais juste des aspects esthétiques. Oui, voilà. Alors, on a quand même mis une petite. Un petit warning, attention. La police, Fashion Police, comme dans les espèces de tapis rouge là. Oh non, pas ça. La Fashion Police du MotoGP. Mais on peut aussi avoir notre côté midi. Mais oui. Les carénages ne nous plaisent pas. C'est pas beau. Donc nous ne sommes pas d'accord. Voilà. Bon, on a fait le tour en tout cas de 2017 qui arrive à grands pas avec le Qatar. Oui, vivement. Vendredi, moi je vais être chaud comme une marmite. Je vais faire F5 sur les pages, voire même. Alors surtout que le Qatar, ça commence le jeudi. Certes, il commence le jeudi. Conférence de presse le mercredi et première session le jeudi. Eh bien, écoute, on va. Moi, je n'ai pas d'action chez Eurosport, mais je trouve que c'est le média qui me sert à la voir. Je sais pas toi si tu es abonné à la chaîne MotoGP avec des sous spécialement. Alors, là, il y a une petite anecdote qui me concerne. Il y a du biscuit. Oui, biscuit, non, parce que en fait, avant, j'avais Eurosport sur ma box. Et donc, du coup, je fais partie de ceux qui ont perdu Eurosport quand. Eurosport a décidé d'être une exclusivité sur Canal Satellite. Donc maintenant, je suis sur MotoGP.com. Et donc notre premier Grand Prix de la saison, c'est le Qatar. Est-ce qu'on parle un peu de ce circuit atypique? Ouais. Le Qatar, donc dans les Émirats Arabes Unis.
Il s'appelle aussi Losail pour le circuit parce que c'est un peu le lieu-dit. Hein. C'est-à-dire qu'il y a la mer, un peu de sable, le circuit et beaucoup de sable. C'est pour faire un layout complet. Plus sérieusement, donc le Qatar accueille le MotoGP depuis 2004. Donc ça fait un bail maintenant. Ça fait une bonne dizaine d'années, ouais. Ouais, ça fait un bail et par contre, il n'a pas toujours été de nuit, contrairement à ce que je croyais. Il a été passé en nocturne en 2008. Le premier Grand Prix de nuit est en 2008, suite à la réfection des éclairages par l'organisation. Donc c'est un circuit qui, on l'a un peu cité, est quasiment au milieu du sable. Donc petit détail technique, ils ont dû planter de l'herbe pour que le sable n'aille pas faire mumuse sur la piste, sinon l'adhérence était précaire, ça se terminait en dirt track comme au ranch de Valentino. C'est pas souhaitable. Pour le coup, c'est un circuit qui accueille pas grand chose d'autre hormis le Superbike qui clôt la saison. Le Superbike finit en novembre par le Qatar alors que le GP commence en mars. Et pour parler de son historique, le premier vainqueur historique c'est Gilberno en 2004, mais sinon c'est un peu le circuit de 3 pilotes, à savoir Rossi 4 victoires, Stoner 4 victoires et Lorenzo 3 victoires. Marquez a gagné une fois. Et là on a tous les vainqueurs depuis le début. Donc le trio de tête, Stoner n'est plus dans le championnat, mais Rossi, Lorenzo, Stoner... ils ont 11 victoires à eux 3. Il n'est pas impossible que mon chouchou Rossi fasse quelque chose. Des étincelles. Mais bon, là on peut rien dire. Ça fait le charme de la discipline. On verra bien. Oui, Et donc c'est le circuit. Petit fun fact pour le circuit, il est éclairé par les groupes électrogènes d'une certaine marque Pramac qu'on connaît. Parce que Ducati Pramac, une des écuries, l'écurie satellite, des écuries satellites Ducati. Et donc Pramac fournit des groupes électrogènes gros comme des mobilhomes, une quarantaine, rien que ça, qui tournent au diesel pour fournir 11 mégawatts pour éclairer tout ce petit monde. C'est bien, il y a du pétrole. Il y a du pétrole, c'est direct des derricks. On raffine à moitié, on fait un peu de diesel et ça part direct. Mais plus sérieusement, esthétiquement, si on se tient qu'à l'esthétique, c'est vrai que c'est un Grand Prix qui est à part parce que il fait jour en pleine nuit et c'est des lumières très belles, très froides qui font que la retransmission est agréable à suivre, je trouve en tout cas. Alors c'est exactement ce que j'allais dire. Moi, c'est pour une ouverture de saison, je trouve que c'est vraiment bien d'avoir un circuit qui sort un peu de l'ordinaire. Je pense que pour les pilotes, ça doit être un peu dur, puisque même s'ils sont éclairés comme en plein jour... les repères, sachant que la piste est plate, tes repères... ça doit être spécial, effectivement. Mais j'ai moins entendu se plaindre qu'il se plaignait des États-Unis et de son champ de bosse. Oui, voilà. Mais je pense que ce qui est bon maintenant... ils se sont beaucoup plaints déjà à une époque de la poussière sur la piste, donc le fait de rajouter de l'air pour essayer de cantonner le sable un petit peu plus éloigné, ça aide, mais aussi le fait qu'ils viennent faire des essais, on va dire la semaine avant, je pense que ça doit un petit peu nettoyer la piste et leur fournir ça les réconcilie aussi avec le truc, ils sont... Après, on n'y est pas, mais je pense que ça fait une belle ouverture de saison quand même pour la Dorna. C'est chouette, quoi. J'allais comparer ça à la parade de chez Euro Disney, c'est-à-dire que t'as ton feu d'artifice, t'as ton truc nocturne, mais c'est pour la blague, mais sinon pour le sport c'est un Grand Prix forcément comme les autres, parce que c'est pas un ovale, ils viennent pas juste ils viennent pas juste faire de la figuration. Et voir sachant que les uns comme les autres aiment bien se marquer mentalement, c'est pas anodin le premier Grand Prix. Même si il en reste 17 après, il faut finir en bonne santé, mais si tu veux mettre un coup sur la cafetière, c'est une bonne occasion. Ouais, c'est clair, c'est bien. Histoire de montrer qui c'est qui domine. On piaffe, moi je piaffe, je pense que c'est ton cas aussi, on va être comme des dingues pour l'ouverture. Ouais, puis ce qu'il y a de bien, c'est qu'en plus le Grand Prix, il est avec le décalage horaire, il est en fin d'après-midi le dimanche, donc pour clôturer le week-end, c'est top. On est pas mal avec son petit chocolat chaud et les chamallows qui flottent. Et là, voilà, nickel. Après, il reste quand même les inconnus... Lorenzo et Viñales. Viñales, il a fait des meilleurs tests hivernaux que Lorenzo, mais Lorenzo, il est tout à fait capable de faire fort Lorenzo, avec Ducati. Et il nous a fait une Rossi, alors je dis ça parce que j'ai remarqué que dernièrement Rossi aimait bien remettre la pression ailleurs que chez lui.
à savoir qu'il a fait beaucoup de louanges de Vignales, et je pense que c'était pas que du calcul, mais il a fait attention à ce qu'on n'attende pas trop de lui, un peu comme Giroud qui joue le maintien dans les années 90 alors qu'il est deuxième du championnat. Et je remarque que Lorenzo, avant qu'il fasse des trucs potables vers la fin des tests du Qatar, disait qu'il était, enfin poliment, mais il disait qu'il était en galère, qu'il y avait beaucoup de trucs à améliorer. J'ai l'impression que chacun essaye de dire, essaie de bonne guerre c'est aussi. C'est de la fausse modestie, mais c'est de bonne guerre, comme tu dis. Oui, et essaie de remettre la pression soit sur les autres, soit au moins pas sur soi. Oui, c'est clair. Et voilà, c'est juste que c'est là où le début de Langue de Bois commence, c'est quand il y a du one-to-one avec les journalistes. Par contre, je leur fais confiance pour commencer à faire des blagues en conférence de presse. Donc, on donne rendez-vous à nos auditeurs dans son canapé respectif ce week-end. Préparer les accoudoirs, les bières. Il va falloir un peu préparer ça. Et puis... nous, on va se retrouver après. Alors, on ne sait pas encore quel jour on publiera, mais rapidement après le GP pour bitcher et pour commenter ce Grand Prix du Qatar. On a fait un grand tour quand même. Au départ, on avait prévu de faire un petit tour. Et là, au bout du compte, il y avait plus d'essence dans le réservoir que prévu. C'est ça. On a fait tout en wheeling à la fin. Avec... c'est le tour d'honneur. Oui, c'est le tour d'honneur. Merci de nous avoir écoutés. Évidemment, nous restons ouverts à toute critique constructive. Même les non constructives. Même les vous êt des merdes, on est prêt à les entendre. On peut peut-être indiquer un merveilleux compte Twitter, @CQEP_POD, c'est qui en pôle _ le podcast. Donc vous pouvez réagir en bien, en mal. Poster des photos incroyables de notre crue. Bon, donc, de toute façon, on va clôturer le numéro 1 de C'est qui en pôle, en vous souhaitant à tous un bon Grand Prix du Qatar. Préparez bien la saison, amusez-vous bien, et puis on espère vous retrouver pour le numéro 2. Oui, préparez les décapsuleurs, les bières, le popcorn. Bière au frais. Et puis, voilà, n'hésitez pas à faire de la pub pour notre modeste production. Oui, il en faut. Ouais, merci à toi, Steph, d'avoir participé. C'est un plaisir. C'était bon. Si c'était un plaisir, on refait. Je le crains. Il y a de forts risques de podcast. De récidive. Vivement. Bon, allez. Donc, au revoir à tous. Au revoir à tous, à la prochaine.